réuni les 17 plus grands acteurs de l'époque. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que ceux qui sont lancés dans ce film, les héros de ce film, ont abordé avec bravoure l'impossible, ce qui paraissait impensable, ce pont trop loin qu'il fallait détruire, et surtout le faire dans un moment clé, donc c'est-à-dire c'est le bon moment qui était là pour agir. Donc il m'a semblé que c'était une bonne orientation pour votre intervention. Et le fil conducteur, c'était de faire intervenir donc Elisha, qui est à la tête d'un groupe MK2. Tu m'entends pas? Ah. Il est en mute. Ça a coupé quelques secondes, mais là ça revient. D'accord. Donc l'idée, c'était de faire intervenir un grand groupe de cinéma qui s'est lancé dans l'aventure et sur lequel tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'il en est et quelle est la position. Bertrand Lévy, qui est donc le président évidemment de Sandbox et qui est à la tête de tous les partenariats, qui peuvent également concerner le cinéma. Et puis une jeune pousse, une start-up qui a développé un outil de billetterie adossé à des NFT et qui évoquera l'intérêt ou la possibilité ou les obstacles de son application au monde du cinéma actuel. Donc, ma première question, elle est liée en fait à cette idée, et je pense que vous pourrez vous présenter plus amplement à cette occasion, liée à cette idée de contenu. Donc finalement, entre le Web3, la blockchain et le cinéma, dans quel type de contenu peut-on piocher pour mettre un pont, faire un pont? Est-ce que c'est un contenu qui est purement dans celui du cinéma par rapport à des catalogues comme peut l'avoir MK2, par rapport à des nouvelles productions avec un nouveau type de contenu? Est-ce que c'est un contenu directement créé, sur mesure pour les métavers, pour quel type de métavers et quel type de contenu serait adaptable? Et Charles, je ne sais pas si le contenu peut avoir un intérêt entre le succès de la billetterie ou pas. Je ne sais pas. Maxime, peut-être Maxime pour le groupe MK2. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Clairement, pour nous, la question du contenu, elle est centrale. Hein, c'est par le contenu qu'on vit. On en a parlé rapidement en amont de l'échange, mais c'est vrai qu'on avait ouvert une salle de réalité virtuelle à l'époque, c'est une micro-parenthèse, ne t'inquiète pas. C'était le contenu, hein, qu'on voulait mettre en valeur, c'était pas la tech. Là, de la même façon, dans le Web3, l'histoire qu'on va te raconter, elle va être autour du contenu, même si tu mentionnais dans le panel précédent, la question du protocole, quand même, là, elle se pose fortement, elle est vraiment prégnante. Et on s'organise autour d'une architecture technique. C'est le contenu qui va rendre les choses vivantes. Et un des piliers qui nous intéresse beaucoup sur le Web3, c'est quand même le pilier de la communauté. Mais les communautés, pour s'organiser, elles ont besoin de contenu. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de communauté qui s'organise autour de rien. On a toujours quand même besoin de créer des l'étincelle, on a besoin d'alimenter derrière. Alors, à la question, est-ce que ce contenu va être des films ou est-ce que ça va être des choses qui vont venir autour de films? Je pense que la réponse, c'est les deux. Il va y avoir des contenus un peu plus natifs Web3. Je pense que tout ce qu'on a vu naître depuis 2021, il y a quand même pas mal de propositions différentes. Et puis parmi ce que font Billy et Sandbox, il y a déjà des propositions qui sont très intéressantes.
Donc le cinéma doit pouvoir intégrer des nouveaux contenus et utiliser le Web3, je pense, d'une façon plus technique, c'est ce dont vous parliez sur le panel précédent aussi, pour accompagner les films. Donc je pense que les films vont conserver la forme qu'ils ont actuellement. Je ne pense pas qu'on ait une révolution au niveau du contenu cinématographique, parce qu'il y en a une, elle n'est pas forcément liée au Web3, elle est déjà en cours. Hein. Je pense que quand on va voir Avatar 2 au ciné, on sent qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Mais le Web3 va amener des nouveaux types de contenus, donc des contenus pour les virtuels, des contenus qui vont peut-être faire écho à une nouvelle forme de réseaux sociaux, parce que là on est encore sur des réseaux sociaux Web2, donc il y a quand même une forme qu'on commence à connaître. Je pense qu'on peut quand même imaginer qu'il y a une nouvelle forme de réseaux sociaux décentralisés qui arrive avec des supports blockchain. Je pense qu'il y a un écosystème de contenu avec de la nouveauté, mais les films eux-mêmes n'ont pas vocation à se transformer. Alors, Maxime, si je peux avoir une précision, par rapport au groupe MK2, Elisha Karmitz a été un des précurseurs en ce qui concerne les innovations par rapport notamment au contenu immersif, VR, XR, etc. Aujourd'hui, est-ce que finalement c'est une affiliation naturelle de s'intéresser à la blockchain? Et comment le groupe MK2 lui-même envisage finalement par rapport au contenu? Donc, tu nous as donné une vision générale qui est passionnante, mais moi j'aimerais quelques insights au niveau du groupe MK2, soit par rapport à son catalogue existant, soit par rapport, si tu as une annonce, d'ailleurs, à de nouvelles opportunités qui seraient portées par MK2. Je ne viens pas avec une breaking news, je suis désolé. Dommage. On n'a pas d'énormes annonces dans les prochaines minutes. Écoute, ce qu'on fait déjà, on le fait avec Sandbox, donc on a un MK2 Park qui est en cours de production actuellement, que j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir en 2023. L'objectif pour nous dans les mondes virtuels, en tout cas on se contente depuis quelques années, on a eu l'occasion de l'immerser dans les technologies immersives avec la VR, c'est que les mondes virtuels sont vraiment pertinents quand ils amènent de la nouveauté, des choses qu'on ne voit pas dans le monde réel, qui sont différentes. Donc, on essaie de s'éloigner le plus possible des mondes miroirs. Peut-être qu'un jour, on aura un vrai intérêt à aller dans un cinéma virtuel en ligne, mais aujourd'hui, on pense que l'expérience cinéma est quand même plus intéressante en bas de chez soi. Donc, on est plutôt dans créer l'impossible, l'inaccessible, des choses qui sont différentes. Donc, voilà, on va mettre en native le cinéma. Donc, on va le faire vivre en effet par des notions de storytelling, les avis qu'on possède dans notre catalogue. Et voilà, surtout en effet créer du narratif et raconter des histoires. Je pense que comme tu parlais des contenus dans la question précédente, voilà, on est plutôt dans la même position, on est des grands enfants, on aime quand on nous raconte des histoires. Donc là, le Web3 nous donne un nouveau médium pour raconter des histoires. Donc voilà, on va le faire avec Sandbox. Voilà, on est très excités par ce projet, on a hâte de le voir vivre et que vous puissiez le visiter. Évidemment, on a d'autres projets. Ce qui nous intéresse beaucoup dans le Web3, donc des projets qui sont en cours de développement, je ne peux pas en parler comme acquis, mais ce qui nous intéresse, c'est le parcours client. Comment est-ce que, à travers la notion de propriété, quand même un autre type important du Web3, comment est-ce qu'on peut transformer notre parcours client? Comment est-ce que le storytelling de nos spectateurs, il va exister avant le film? Qu'est-ce qui va se passer pour lui pendant le film et qu'est-ce qui va se passer après le film? Et là, on pense en effet que la notion de token dans la blockchain est quand même un outil sensationnel pour faire ça et qu'on a des super histoires à raconter avec ça. Évidemment, il y a toute la notion un peu plus technique, vous en parliez avant aussi, c'est comment nos services juridiques ou financiers auraient une utilisation pertinente des smart contracts. Comment est-ce qu'on peut embrasser tout ça? Et c'est ça qui est passionnant avec cet environnement. Quand on faisait de la VR, il y avait 5 métiers devant nous, on pouvait produire, diffuser, devenir exploitant, et on d'autres métiers, on avait tout fait à l'époque. Là, on sent qu'il y a des centaines de métiers devant nous, donc voilà, c'est super excitant. Donc le monde virtuel et le cas de parc, la Box arrive dans les prochains mois, et puis voilà, on va essayer de dérouler quand même une stratégie autour du Web3 qui va globalement tourner autour de nos spectateurs et puis autour des comptes. Merci, tu m'offres une transition idéale vers Bertrand et Sandbox. Oui, bonjour à tous. Juste en amont, peut-être juste expliquer schématiquement qui on est. Donc Sandbox, on est une métaverse.
C'est souvent un terme qui a été utilisé sans qu'on sache véritablement ce que c'est. Donc, je vais juste rappeler, on est un monde virtuel en 3D, schématiquement décomposé de 166 000 terrains différents. Donc, c'est un petit peu ce que vous pouvez vous imaginer, c'est quand vous lancez Google Earth, vous voyez le monde d'en haut, c'est un petit peu la même chose quand vous lancez Sandbox.game, vous voyez la carte de l'intégralité du monde virtuel Sandbox. Donc, qui est composé de 166 000 terrains différents. Et l'idée, au final, pour nous, c'est d'avoir 166 000 expériences différentes qui soient proposées, donc dans différents domaines. On est présent avec plusieurs partenaires, donc que ce soit Gucci, Adidas, Warner Music, Snoop Dogg, Paris Hilton, etc., etc. Et puis on travaille, alors on est très content parce que le premier à être présent dans le monde du cinéma, donc effectivement c'est une entreprise française, donc K2, sur laquelle on travaille sur une expérience très intéressante. Donc pour la question, oui, évidemment, le contenu pour nous est clé. Et c'est aussi la raison pour laquelle on travaille avec K2. On travaille aussi aux États-Unis avec Lionsgate dans le monde du cinéma. Alors, ce qui est aussi très intéressant, en fait, c'est que ce sont que des pixels, ce qu'on crée. Donc, en fait, la limite de la créativité, elle est presque illimitée. Donc, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de contrainte météo. On peut faire absolument ce que l'on veut. Donc, on peut imaginer avoir des ponts, avoir des extensions de ce qui existe dans le monde réel. C'est ce qu'on essaie de faire le plus possible, tout en gardant l'ADN soit d'une marque, soit d'un artiste, soit d'une IP, d'une activité intellectuelle. Mais voilà, évidemment que le contenu est clé. Est-ce que c'est un contenu existant, c'est un contenu qui viendra naître directement du Web3? Je pense que les deux peuvent totalement exister ou coexister. Donc voilà, oui, je pense qu'il y a en tout cas énormément de choses intéressantes à faire, énormément de choses autour des nouvelles technologies qu'on utilise, donc blockchain, évidemment, NFT, etc. Tout ça est toujours très compliqué, donc on pose toujours la question, mais en fait, blockchain, NFT, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est vrai que je ne sais pas le faire. Par contre, je ne sais pas non plus ce qui se passe dans mon téléphone mobile, mais je sais m'en servir. Et en fait, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Moi, aujourd'hui, les gens qui voient blockchain, je ne sais pas, je comprends rien, oui, mais nous non plus, on ne sait pas le faire. Enfin, moi, oui, évidemment, on n'a pas l'ingénieur, mais on sait faire. Mais en tant qu'utilisateur, il suffit simplement d'aller sur un monde virtuel, de l'essayer, pour se rendre compte qu'en fait, c'est assez simple à utiliser. Il suffit d'avoir un portefeuille virtuel. Et le game changer, sans jeu de mots, parce qu'on est une boîte de jeux vidéo avant tout, c'est vraiment pouvoir acheter un bien virtuel, d'en avoir à travers cette technologie, la propriété à 100%. Et donc, effectivement, de pouvoir en faire ce que l'on veut derrière, et ça change vraiment la donne. Donc, effectivement, ça ouvre les possibles énormément. On a vu avec, je pense à des initiatives qui avaient été faites il y a quelques temps, tout le People for Cinema, le financement participatif. Et aujourd'hui, oui, avec les NFTs, on peut encore le faire plus facilement. Effectivement, voilà, on peut être coproducteur d'un film à travers cette technologie. Donc, il y a énormément de choses intéressantes. Sauf qu'on est au balbutiement en fait, de ce qui va se passer aujourd'hui. Même si on a beaucoup de questions sur en fait, la métavers, est-ce que c'est présent, est-ce que c'est pas présent, est-ce qu'il n'y a personne dedans, etc. Bon, nous, on a des chiffres très clairs, je ne sais pas où les journalistes les ont, nous, on sait. Donc, on n'est pas encore ouvert au public, on a 5 millions d'utilisateurs. Et je donne juste un exemple pour comprendre sur la monétisation de la métavers aujourd'hui, ce que c'est, même si on est en bear market. Donc, effectivement, on a toutes les crypto-monnaies qui aussi sont un des socles de la métavers qui sont tombés. Mais ce qui est plutôt pour nous assez simple, ça a assez mis le marché, donc on est assez content que ça arrive. Et je donne juste un exemple qui n'a rien à voir, qui n'est pas un cinéma, je suis désolé, moi j'ai passé 15 ans chez Universal Music avant d'arriver chez Sandbox il y a 3 ans. Et c'est sur la musique, donc c'est Snoop Dogg. On a créé le monde de Snoop Dogg, on est en train de le mettre complètement en place, il doit se passer. On a fait 3 actions avec Snoop Dogg. C'est un rappeur, ça n'a rien à voir, mais sur les gros blockbusters, on peut peut-être prendre des parallèles. On a vendu 1000 tickets de concert virtuels, donc un avatar devant des avatars, à $1000 la pièce. $1 million en 20 minutes. On a recréé sa mansion virtuellement. On a créé une VIP area, on a vendu 5000 VIP pass à $500, donc $2 millions en 30 minutes. Et comme il adore la fashion, on a créé 10 000 avatars différents avec tout ce que Snoop Dogg a porté durant les 25 dernières années
en concert, programming, etc. Donc on a créé 10 000 avatars avec différents outfits, différentes cheveux, hairstyles. Et ces 10 000 avatars, on les a vendus quasiment en intégralité pour 3 millions de dollars en 24 heures. Donc avec une IP, si on prend un parallèle, comme Snoop Dogg, on a fait 6 millions de dollars en une journée, 50 minutes. Ça, c'est le primary market. Donc, le primary market, c'est nous qui vendons directement. Mais justement, la blockchain permet de dire, je viens d'acheter un ticket de concert, j'en ai donc la propriété, et au même titre qu'un bien dans le monde réel, je peux le revendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les tickets de concert qu'on a vendus 2 000 dollars, on les trouve à 10 000, 15 000 dollars sur le second marché, sur OpenSea. Donc, je crois que Snoop Dogg a dépassé les 20 millions de dollars avec nous de revenus en à peu près un an. Donc, et il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce que c'est pas en fait quelque chose qui n'existe pas. Bah, nous, ça existe très concrètement. On était, et pour terminer juste sur Sandbox, on était 5 personnes donc il y a 2 ans, on est 500 aujourd'hui. On travaille avec 100 partenaires très divers. Il y a une réalité économique qui est déjà là. Voilà. Bertrand, tu peux nous expliquer un petit peu le parc à thème K2? Je vais peut-être laisser Maxime. Maxime, tu peux nous expliquer quand est-ce qu'il va venir et en quoi ça consisterait? La question est pour moi. Oui, la question est pour toi. Ou alors, Bertrand, si tu veux compléter, parce que c'est l'annonce un peu intéressante, justement, du pont entre le patrimoine MK2 et le métavers Sandbox. Oui, bien sûr. La première question qu'on s'est posée, c'est OK, on a un espace, il y a un terrain de jeu infini dans lequel on se met pas de barrière. La première contrainte que nous on donne, c'est de ne pas produire des choses qu'on a dans le monde réel et en effet de laisser la place à la créativité et à l'imagination. Donc là, en effet, on regarde ce qu'on a et ce qu'on a de plus intéressant pour ça, c'est notre catalogue, c'est ce que tu viens de dire. C'est tous les films c'est les contenus qui nous représentent, c'est notre ADN. Et donc voilà, comment faire vivre ces films dans un monde virtuel faut le prendre par en effet par la narration, par l'histoire. Donc le parc, ce qui nous trouvait pertinent, c'est d'utiliser le metaverse pour revenir un peu aux origines du cinéma. Donc on oublie souvent, mais le cinéma est un art forain qui est quand même basé sur une illusion. Je pense qu'on connaît tous ces images avec le train qui arrive sur l'écran et tous les spectateurs qui sortent en courant parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Donc voilà, on est reparti un petit peu de cette origine foraine en disant voilà, reprenons l'origine du cinéma et faisons le vivre, faisons un hommage au cinéma dans ce MK2 Parc. Donc il y a plusieurs zones. Chaque zone est une zone hommage, donc un hommage au cinéma muet, un hommage aux comédies musicales, un hommage au western, un hommage au film de genre. Et à l'intérieur de cet hommage, on vient avec nos références, les propriétés intellectuelles, tout ça en intégrant dans des problématiques de gamification. Donc là, pour le coup, c'est en effet le moment où on travaille un peu main dans la main avec les équipes de Sandbox et eux sont force de proposition, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles dans ce monde virtuel. Donc voilà, à quel point tu utilises à quel point tu peux gamifier tes assets, ou est-ce que tu peux rester dans des notions de choses plus contemplatives, et comment est-ce que tu crées un storytelling un petit peu plus global. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans ce monde, puis l'idée est de découvrir quand il va sortir, mais voilà, c'est une aventure qui dure environ 30 minutes, dans laquelle on met en scène certains humains aussi chez nous. Voilà, il y a quelqu'un qui est emblématique dans notre société, qu'on va mettre en scène, et on pense aussi que c'est intéressant de créer des ponts entre les gens, les humains, des choses réelles et le metaverse. Enfin, ce n'est pas des miroirs de monuments ou d'activités. Voilà, en l'occurrence, c'est un projectionniste emblématique MK2, et on va vous faire vivre 30 minutes avec des étiquettes à l'intérieur de ces zones. Donc voilà, qui vont faire référence à notre catalogue. On fait vivre notre catalogue sous une forme différente avec ce nouveau médium qui est les publications. C'est prévu pour quand notre 30 minutes de cinéphilie
Il y a eu C'est prévu pour je sais pas trop ce que je peux dire ou pas dire côté Sandbox, surtout quand Bertrand est juste à côté de moi. Sandbox. Je ne me prononcerai pas, je vais te mettre à la lecture. Non, je crois que raisonnablement, effectivement, c'est la fin d'année. Bon. Et au fin d'année, c'est un très bon objectif. Donc pour Noël et le jour de l'an. Ah oui, on sera gâtés alors. Noël, ça sera bon. Ok, on veut des passes. Hein. Des passes golden, or, etc. Merci. Charles? Je suis désolé, j'ai des petits hauts et bas sur le son. Je ne sais pas des fois s'il y a des questions qui me sont adressées, je suis désolé. Pas pour l'instant, Maxime, je ferai le relais pour les questions. Merci. Pas pour l'instant. Oui, bonjour à tous. Je vais présenter du coup un peu Billy parce qu'on est beaucoup moins connu que Sandbox. Donc on s'attaque aux problématiques de la billetterie. Aujourd'hui, on en a 4 pour parler très largement. Il y a le marché secondaire où on connaît encore aujourd'hui, malgré la transformation digitale, des fraudes. Ça a été le cas au Stade de France, c'est le cas dans la musique avec Orelsan et aussi dans les musées, un peu moins dans l'industrie du cinéma. Il y a aussi toute la partie review sharing. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un sold out et que des particuliers font x2, x3, ni la salle qui hoste l'événement, ni l'artiste va toucher des bénéfices sur cette plus-value. Ensuite, d'un autre côté, il y a le côté créatif. On est triste de constater qu'auparavant, quand on allait à un concert ou même à un musée, on repartait avec le ticket et quelques années plus tard, ça permettait de servir de souvenir et peut-être d'y retourner. Aujourd'hui, si je vous demande est-ce que vous conservez vos tickets, la réponse est souvent non, parce qu'on reçoit malheureusement des PDF par mail avec un QR code. Donc, quid de la communication, quid du marketing? Il n'y en a plus du tout. La troisième chose, ça va être l'engagement. On est tous submergés de mails. Aujourd'hui, vous allez à un événement, on a beau vous relancer, mais vous dites, moi, mon événement, il est consommé, il est derrière moi, donc non, je m'en fiche de ta promotion, mais je sais que c'est de la promotion, donc je vais le supprimer. Donc là, il y a plusieurs freins aujourd'hui qu'on voit dans la billetterie qui ne sont pas adressés. Et chez Billy, on a été créé il y a un an, on utilise la blockchain, et notamment Tezos, qui est Cocorico en partie française, en tout cas européenne, pour faciliter toutes ces problématiques. Donc on a 3 offres. Billy Live, qui est notre billetterie qui permet de couvrir tout type d'événements, que ce soit privé, public, gratuit, payant, physique, et pourquoi pas une entrée vers les métaverses, le digital. On travaille aussi bien avec des Kenzo pour le Fashion Show, des quartiers, des conseils. On fait aussi une opération avec le Hellfest, les plages électroniques à Cannes, où 111 passes sont disponibles sur la billetterie avec Billy. Et on va l'augmenter par le biais d'expérience. Parler de contenu. Je pense que dans le cinéma, le contenu, il a plusieurs vies. Avant, il y avait des teasers, des fractions de secondes qui vont faire que les gens vont se dire « Waouh, le film, je m'identifie, j'ai envie d'y aller ». Bon, le ticket, c'est un peu pareil. Vous avez un ticket, vous l'achetez, peut-être qu'il va être en noir et blanc, figé. Bon, il va y avoir une surprise. Pendant l'événement, là, le cinéma ne répond pas forcément à cet enjeu, mais chez Billy, eh bien, vous avez notre offre Billy Wonka, référence à Charlie et la chocolaterie, où peut-être l'un des participants va avoir un ticket d'or. À vous, en tant qu'organisateur, producteur, de réfléchir aux expériences qui vont être proposées. Ça peut être, je suis un artiste, je vais aller en backstage, je vais voir une équipe de foot, je vais avoir tout le merch de foot. Je vous laisse regarder ce qui est proposé pour les plages électroniques, mais c'est assez chouette. On est très fiers de faire cette collaboration avec eux. Et dans le milieu du cinéma, ça peut être, je vais récupérer les DVD, etc. Et puis il y a l'après. L'après, vous, aujourd'hui, c'est plutôt des mails dans cette industrie. Et la particularité de la blockchain, c'est que ces tickets sont émis ad vitam aeternam, et donc on peut retracer l'utilisateur. On ne parle plus de CRM, Customer Relationship Management, mais d'ORM, Ownership Relationship Management. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'identité physique des personnes, mais l'identité numérique au travers du wallet, et vous allez pouvoir les solliciter en disant, tiens, moi je suis producteur, j'ai vu que ce wallet-là était venu à 2, 3, 4, 5, 6 films que j'ai produits, c'est trop chouette. Je fais partie de ma communauté rapprochée, je vais te proposer des expériences sur la page Billy. Et c'est comme ça qu'on va faire vivre un peu les souvenirs et que les gens vont à la fois avoir un joli ticket créatif, en 3D, et en même temps pouvoir avoir une annexe, clé d'entrée vers d'autres expériences. Et là, c'est à vous de les imaginer. Qu'en est-il des bordereaux de recettes avec la CNC? Alors, toute la partie bordereau de recettes, c'est une problématique auquel on est attentif. Pour être totalement transparent, on est
accompagnés par des acteurs traditionnels qui nous permettent d'anticiper toutes ces problématiques. On a notamment des advisors de chez Shotgun ou encore d'autres billetteries qui nous permettent de nous alimenter parce que c'est vrai que quand on va voir un film, il faut utiliser la billetterie de CGR parce qu'il y a des droits d'auteur à reverser. Et donc ce qu'on propose aujourd'hui comme solution, c'est que soit vous gérez 100% de la billetterie avec Billy, soit, et ça c'est le cas dans la partie musique, vous allez avoir 2 billetteries en parallèle. Bon, ça ne résout pas le problème des droits à reverser, même si aujourd'hui, avec tout ce qui est système de royalties et de droits, la blockchain le permet facilement. Et sinon, de manière très simple, si on veut aller sur du court terme, on peut créer ce qu'on appelle le jumeau numérique. C'est-à-dire que l'utilisateur va payer, et on l'a fait avec Madiana, qui est un cinéma en Martinique, pour l'avant-première d'Avatar, très chouette opération avec eux, donc on est très fiers. Les gens achetaient leur ticket premium pour assister à une soirée et participer à la diffusion. Et on leur disait, attends, l'expérience ne s'arrête pas là. En fait, tu vas recevoir un ticket sur Billy dans lequel tu pourras gagner un golden ticket et tu auras des expériences qui seront proposées, notamment pour les prochaines avant-premières. Et donc là, les droits étaient reversés avec la billetterie principale et l'expérience et la partie, je dirais, virtuelle étaient servies avec Billy. Merci pour cette anticipation. Pour avoir un peu de bruit. Merci pour cette anticipation sur ma deuxième et dernière question, qui est finalement l'intérêt de votre expérience, qui va utiliser donc l'IP. Pour Charles aussi, l'IP, dans le cadre des billets. Alors l'IP, c'est ce qu'on appelle l'intellectual property, mais l'IP, en fait, ça se réfère à l'ensemble des actifs incorporels qui sont valorisables autour d'un film. Donc ça peut être les costumes, ça peut être qui peuvent servir en tant qu'avatar, habiller les avatars, ça peut être donc l'ensemble des éléments qui sont couverts par la propriété intellectuelle dans le cadre du scénario, des jeux, même des visages d'acteurs, ce qu'on appelle le merchandising. On a vu avec Star Wars que c'était la première expérience de merchandising en 1977, pour ceux qui ont eu la chance d'en regarder. Maintenant, ça vaut beaucoup, ça vaut très cher. Donc c'était déjà l'ancêtre du NFT merchandising. Donc ça, c'est un petit peu, vous avez anticipé cette question, c'est-à-dire par rapport à l'implémentation et l'intérêt que le public peut porter. Je crois, Bertrand, que tu as, je ne sais pas si tu en parlais, mais un autre partenariat avec des IP étrangères importantes. Tu peux nous en dire 2 mots avant que j'aborde la dernière question. Dans le monde du cinéma. Pardon ? Dans le monde du cinéma. Oui. Lionsgate. Oui, effectivement, on a un Lionsgate qui a signé avec nous avec un premier jet, de 9 IP différentes qui vont arriver 72. Juste un tout petit peu rebondir aussi, je pense qu'il y a sur ce que disait le premier de Billy. Il a cité 2 choses très importantes, pour moi très intéressantes, sur ce qu'il faut peut-être retenir dans ce qu'on peut faire avec Metaverse. Premièrement, c'est l'expérience. C'est les expériences, qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qui va se passer en tant que marque ou qu'IP ou artiste, les gens sont là pour faire des expériences, il faut comprendre, appréhender l'expérience, c'est-à-dire les expériences de manière régulière, mais il va se passer. Deuxièmement, c'est évidemment la communauté, donc c'est très Web3, mais c'est pas que Web3 au final, c'est simplement effectivement faire une communauté de fans. Alors une communauté de fans qui peut être juste des fans non actifs, mais aussi très actifs. Donc on a donc aussi dans le monde de l'audiovisuel, on a The Walking Dead, donc la franchise Walking Dead, et quand on a simplement dit à notre communauté, enfin l'utilisateur, on a le Walking Dead qui arrive, vous qui êtes un peu créateur, qu'est-ce que vous penseriez que dans un monde idéal serait l'expérience Walking Dead dans la métaverse? Donc on a organisé un concours, on a créé un jury. Le jury était partiellement avec l'IP Owner de Walking Dead, et ça a duré 1 mois. On a eu 800 submissions de vidéos
comme des trailers qui étaient extrêmement créatifs, extrêmement de qualité assez incroyable. Et les propriétaires de l'IP au Fidel étaient totalement hallucinés en disant en fait ça pourrait vraiment être l'épisode de notre série. Donc l'engagement aussi de la communauté peut se faire à travers des choses comme ça, en disant montrez votre créativité, montrez à quel point vous êtes fan, et comment est-ce que vous penseriez que l'expérience idéale serait présente. Et ça a été un succès pour nous. Et on se rend compte que voilà, l'engagement de la communauté est important. Alors moi j'ai une question qui me tient à cœur. C'est par rapport aux professionnels. Là on a beaucoup abordé le B2C. Ma question, je suis en contact avec beaucoup de producteurs, évidemment l'argent c'est le nerf de la guerre. On essaie de monter les films, ça dure 3-5 ans. 2 ans quand on est chanceux. Est-ce que aujourd'hui le métavers, les possibilités et même la billetterie monétisée peuvent constituer, peuvent apporter finalement une source permettant le financement, soit par le versement de minimum garantie, soit par une lettre d'intention qui peut après évidemment relié au mécanisme financier qu'on connaît, pour pouvoir avoir de l'argent pour monter le film. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment envisager aujourd'hui que le métavers, les billetteries comme toi, comme laquelle utilise les NFT, soit ce qu'on appelle un nouveau guichet? Peut-être répondre, je te laisserai la parole après. Je reviens sur cette partie ownership qui est un peu une nouvelle histoire à raconter, je pense. Effectivement, à partir d'un ticket qui est un NFT, demain vous pouvez recontacter toutes les personnes qui ont assisté à certaines projections, que ce soit au Festival de Cannes. Donc là, on a un parterre de personnes un peu qualifiées qui vont regarder votre film, ou même en salle. Vous pouvez les solliciter en disant vous êtes venu à telle et telle édition, je le sais, je ne vous connais pas personnellement parce que j'ai votre wallet, c'est tout ce que j'ai, une adresse IP finalement, enfin l'équivalent. Mais par contre, là, j'ai pour projet de lancer un nouveau film. Est-ce que vous seriez intéressé pour participer d'une certaine manière au financement? Et ce ticket, il faut bien l'avoir en tête, c'est pas parce que Billy les met que vous êtes restreint avec Billy. Et ça, c'est important. On travaille sur une blockchain qui est publique. Par conséquent, si demain, que ce soit nous ou même un prestataire, on arrête, les tickets resteront dans la blockchain. Et vous pourrez vous servir des tickets qui ont été émis pour les recontacter. Et ça, c'est joli. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, mais ça peut être aussi dans 20 ans, dans 35 ans. Donc, toute la partie Star Wars, Avatar, etc., il y a de belles choses à faire avec le ticket NFT, en tout cas. Mais pardonne-moi, Charles, là, ma question, elle concerne très précisément les professionnels. C'est-à-dire comment les professionnels peuvent lever un financement par l'intermédiaire de Billy. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez envisager, sur votre trésorerie ou par un moyen ou par un autre, de verser une avance, un minimum de garantie, etc., si le producteur ou le distributeur s'engage à recourir à la billetterie Billy? Et la question un peu plus tendue, c'est à quel montant, à quelle hauteur? Alors, il y a 2 industries. Il y a l'ancienne industrie qui prélève des fees hallucinants, hein, je pense, dans le secteur traditionnel comme la FNAC et autres, alors peut-être moins dans l'industrie du cinéma. Donc, eux peuvent se permettre de faire des avances pour les festivals et la production de films. Maintenant, sur les nouvelles billetteries, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est être l'interface, encore une fois, et le garant de l'atteinte de la communauté pour lever de l'argent auprès d'eux. On peut mettre à disposition sur une landing page qu'on va personnaliser via notre offre Billy Studio, de quoi pouvoir recontacter et aussi rendre public cette levée de fonds. Mais de là à ce que nous, on avance, on n'est pas concerné par ce type d'offre et je ne pense pas qu'à terme, on se positionnera sur... Ah, tout à fait, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais bon, je pense qu'on restera quand même une billetterie et pas un organe de financement. Les sollicitations de la communauté, oui, pourquoi pas, ça fait sens. Ok, donc pour le moment, c'est work in progress. Exactement. Nous, c'est un peu la même chose. On n'a pas vocation, effectivement, à financer aujourd'hui les industries créatives ou culturelles. On travaille avec,
j'ai mentionné tout à l'heure avec l'artiste Snoop Dogg, on était en revanche une sorte de revenu clair. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a quasiment pas de LG qui sont donnés avec l'ensemble de nos acteurs. Mais ceci étant, je pense que, comme je disais, on a 400 partenaires dans tous les domaines et qui comprennent qu'il y a un nouveau marché. Moi, je viens de l'industrie de la musique, comme je vous l'ai dit, et comme j'ai 50 ans, j'ai connu la révolution numérique, Napster, etc. Et donc, à cette époque, on perdait 25% de notre chiffre d'affaires parce que plus personne n'achetait de single. Parce que les gens les téléchargeaient avec un bas débit, donc uniquement le single, mais on perdait 25% de notre chiffre d'affaires. On se dit comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on perd quand même beaucoup d'argent. Et puis finalement, les ringtones et les ringbacktones sont arrivés et nous ont sauvés à l'époque. Moi, ça me fait penser à ça en fait. Avec la verse, ça fait penser à quelque chose qu'on n'attendait pas, qui est nouveau, qui est une source de revenus additionnelle, et que si on ne prend pas le pas, ben, on va rater cette source de financement. Donc, de revenus. Alors, après, source de financement, ça peut l'être, c'est pas notre vocation, mais on peut tout à fait l'imaginer à travers la vente des NFTs ou de coproduction. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire entre la coproduction avec des NFTs, comme un peu qui peut le faire au cinéma ou même avec leur compagnie dans la musique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu d'ailleurs les chaînons manquants qu'on n'avait pas à cette époque-là, c'était la blockchain et les NFTs qui permettent d'identifier qui a acheté quoi. Et il y a des initiatives très intéressantes, je pense, à créer autour de ça. Donc, les producteurs peuvent, avec un scénario, vous approcher dans l'idée de coproduction. On l'a encore jamais fait, mais on est ouvert à tout. Formidable. MK2, votre position? J'ai vraiment eu des gros problèmes de son sur les 3 dernières minutes et dans 15 secondes, je viens d'entendre MK2 très clairement. Je peux faire un micro-récap de 10 secondes, je pense. Est-ce que tu veux que je rappelle la question? Elle est très simple. C'est dans la relation B2B, c'est-à-dire avec les producteurs, les professionnels du cinéma. Donc là, on n'est plus dans la relation publique et avec les potentialités. On est vraiment dans la relation avec les professionnels qui ont beaucoup de mal à monter, à prendre un financement. Et est-ce que, donc, finalement, les acteurs du métavers, que ce soit Sandbox ou les groupes de cinéma qui ont des initiatives audacieuses comme la vôtre, peuvent être un nouveau guichet en dehors du guichet traditionnel qui sont sur la coproduction et la distribution? Est-ce qu'ils peuvent être un nouveau guichet à travers donc les potentialités de revente de droits pour l'utilisation de métavers ou d'émissions de produits, enfin pas de produits, c'est financier, mais d'objets de merchandising tels que des... Oui, clairement, je pense que ça doit vraiment être, ça doit faire partie maintenant du modèle de demain pour les films. Les gens, j'entendais, je suis désolé, j'ai vraiment raté une bonne partie des échanges, j'entendais la référence à Star Wars et le début du merch autour des films. Là, en effet, on a potentiellement devant nous quelque chose qui est comparable. Parce que quand tu sors un film, tous les assets digitaux, je pense aux wearables, ont vraiment du sens dans l'attachement que tu peux créer, les objets. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand même dans le Web 3, il y a quand même beaucoup, le très virtuel est quand même souvent compensé par le très réel. Il y a beaucoup d'objets de merchandising qui sont liés aux grands projets de NFT. Donc pour les producteurs, pour les distributeurs, c'est des choses à considérer. C'est des environnements qui sont quand même, vu le temps virtuel de l'humanité aujourd'hui, qui serait vraiment idiot de négliger. Je pense que plus le temps va passer, plus nos clients vont avoir besoin vont avoir des attentes digitales pour accompagner les films. Donc voilà, quel est le plus intelligent aujourd'hui dans l'utilisation de ces plateformes pour les professionnels envers le public? Clairement, c'est de répondre à leurs attentes par le contenu, c'est ce qu'on disait avant. Et à l'intérieur des circuits de financement, là, on était plus sur la partie technique de l'utilisation de la blockchain, de l'utilisation des smart contracts. On a quand même un outil qui cache tout dans le bon sens. Dès qu'on commence à utiliser la blockchain, on se rend compte quand même que c'est disruptif sur le stockage des données, les interactions
les interactions entre les participants et les interactions entre les participants et les marques. Voilà, donc ça transforme tout. Donc voilà, il faut utiliser ces nouveaux automates, il faut utiliser ces nouveaux outils transparents et accessibles par tous. Ça répond quand même un peu indirectement à un besoin citoyen hein, qu'on voit naître depuis quelques années. Voilà, les gens veulent dans la transparence, mais ça s'applique aussi à un environnement B2B. Voilà, savoir où est-ce que tu achètes, qui l'a acheté avant toi, pouvoir utiliser potentiellement les marchés secondaires, parce qu'une fois que tu as des assets, quand on est propriétaire, souvent on le voit pour une application personnelle et publique, mais on pourrait tout à fait imaginer des références très simples d'exploitants. J'ai une KDM qui me sert à ouvrir mon film dans la salle le mercredi matin. Pourquoi est-ce que cette KDM, elle ne serait pas sur la blockchain? Est-ce que le distributeur du film, qu'est-ce que ça lui apporterait d'avoir ce token dans la blockchain? Je pense qu'on ne va pas faire la liste maintenant, mais ça lui apporterait énormément de choses. Alors, on est sur des industries qui sont anciennes hein, dans le sens, sur des marchés qui sont matures, donc voilà, ça met un petit peu de temps à transformer. Mais voilà, il n'y a pas de raison de se passer de ces outils. Ils sont vraiment surperformants par rapport à ce qu'on avait hier. Donc, voilà, il faut les utiliser et il faut les utiliser pour des transactions entre professionnels aussi. Donc, si je résume du côté des professionnels, producteurs, distributeurs, s'ils vous présentent à la fois un type de film qui s'y prête et un schéma blockchain sur lequel ils auraient particulièrement réfléchi, peut-être en concertation sur une idée ou avec un ensemble cohérent à la fois de tech et de droit, vous pourriez envisager d'être coproducteur ou financier dans une moindre mesure. C'est une question pour moi? Non, c'est pas une question, c'est une conclusion. Ah, ouais. Est-ce que je peux dire ça ou c'est pas adéquat? Parce que c'est un petit peu ce que moi, c'est un petit peu la question qu'on m'a posée. Hein. Là, aujourd'hui, j'arrive et on me dit ouais, mais maintenant, Metaverse, NFT, c'est bien joli, mais c'est le boulevard Haussmann, quoi. On arrive et on achète, c'est de la marchandisation. Croyez-moi, des gens très très haut placés dans les chaînes et le monde du cinéma m'ont dit ça. Et moi, je leur dis non, ça peut être autre chose. Donc, est-ce que j'ai raison? Voilà. Oui, heureusement, ça peut être autre chose. Oui. Mais pour les professionnels. Oui. Oui, c'est plein de choses. C'est de la créativité, c'est des expériences, c'est d'autres choses à proposer, c'est conserver ou faire des fans, c'est autre chose effectivement que juste monétiser. Mais maintenant, effectivement, au final, on est en fondamentaux et on monétise. Alors, retour d'expérience, Cannes l'année prochaine? Vous revenez? Avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Maxime. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci.